Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur MAO à l'école DJ Network. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode pour lequel nous avons choisi un thème ambitieux. Comment créer un hit ? Peut-être faites-vous partie de ces nombreux producteurs de musique, confirmés ou débutants, qui aimeraient arriver à toucher et conquérir un large public. Pour cela, il faut créer ce qu'on appelle un hit. Il ne faut pas se le cacher. Créer un hit est le but ultime pour beaucoup d'artistes et ce, quelle que soit la scène musicale de prédilection de celui-ci. Est-ce utile de rappeler qu'un morceau qui touche un large public est diffusé souvent et partout ? Il peut générer beaucoup de retombées, que ce soit en termes de revenus financiers ou en opportunités de booking par exemple. Quand on analyse les hits, on se dit parfois qu'ils sont simples à réaliser. Une mélodie de quelques notes, une instrumentation et des paroles plutôt basiques. En réalité, sous cette apparente simplicité se cache une grande complexité et une quantité de travail non négligeable. Alors quels sont les secrets pour créer un hit ? Pour en parler, nous échangerons avec le DJ producteur Boris Way, qui après des signatures sur des labels prestigieux comme Spinnin' Records ou Armada Music, s'est véritablement imposé en 2017 auprès du public avec son hit Your Love. Playlisté par de nombreuses radios commerciales, Your Love a été un tournant dans la carrière de Boris Way. En effet, ce titre lui a permis de signer chez Parlophone Records, appartenant à la puissante major Warner Music. Ce hit lui a également ouvert les portes d'importantes scènes et festivals comme les plages électroniques à Cannes. Boris a accepté de partager avec nous quelques-unes de ses techniques de production. Également au sommaire de cet épisode, l'importance du choix et du traitement des sons dans la création de hits. Où les trouver ? Quels plugins utiliser pour les rendre uniques ? Nous vous donnerons quelques éléments de réponse. Nous évoquerons ensuite le cas de Billie Eilish. La chanteuse américaine qui a triomphé aux Grammy Awards a créé l'essentiel de ses hits avec son frère producteur dans leur modeste home studio. Est-ce un mythe ou est-ce réellement possible ? Enfin, nous analyserons quelques hits du point de vue de la production. Pourquoi un morceau est un hit plutôt qu'un autre ? Quels sont les éléments qui font la différence ? Vous verrez que dans de nombreux cas, la simplicité est l'une des clés du succès. Voici pour un aperçu du programme. Let's Prod, c'est parti. Let's Prod. Pour débuter cette émission, nous accueillons le DJ Boris Way. Bonjour Boris, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, je suis à la maison, tranquillement. Pour commencer, j'aimerais savoir quand tu as commencé la production et le DJing. Alors j'ai commencé la production avant de mixer, il y a maintenant à peu près 10 ans. J'avais commencé sur Reason, un logiciel que mon frère m'avait donné. Ensuite, peut-être un an après, j'ai dû acheter mes premières platines parce que j'ai eu envie de mixer un peu tout ça en live pour mes anniversaires et compagnie. Et voilà, ça a commencé comme ça, donc il y a 10 ans, mais par la production, avant le mix. Et pour le mix, c'est venu sur le tas ? Le mix est venu sur le tas et en fait, je commençais à sortir en club et je commençais à avoir des potes DJ, donc j'ai eu envie d'avoir mes propres platines et de pouvoir faire comme eux en gros. Comment as-tu réussi à signer tes premiers morceaux, en particulier chez Spinnin' Records ? Alors j'avais signé des morceaux avant sur des plus petits labels, sur des petits labels dans le sud, des petits labels de Marseille, des trucs comme ça. Ça a été assez long avant que je signe mes premiers titres. Je pense que ça a pris bien 4-5 ans de travail acharné. Parle-moi de ta collaboration avec Redondo. On s'était parlé sur, je crois que c'était sur Facebook à l'époque. Et de là, on a fait une collab ensemble. Et eux étaient déjà signés chez Spinnin. Donc moi, ça m'a permis de rentrer chez Spinnin. Après, j'ai signé des titres chez Armada, d'autres titres sur Spinnin aussi. Et voilà, ça a commencé comme ça. Peux-tu nous parler de la conception du titre qui t'a révélé aux yeux du grand public, Your Love ? Alors, Your Love, justement, ça s'est fait aussi grâce à Spinnin parce que si tu veux, j'avais signé dans la boîte d'édition de Spinnin, donc qui est Music All Stars. Et j'ai rencontré un chanteur qui s'appelle Tom Bailey, qui avait fait un guitare-voix. Et si tu veux, dans cette maison d'édition, on t'envoie quand tu signes, toutes les semaines, on t'envoie par exemple des acapellas ou des top line guitare-voix, donc top line juste des mélodies-voix avec une guitare ou quoi, de leurs artistes. Donc ils ont autant des producteurs que des chanteurs, top liners, etc.
Donc là, j'ai rencontré Tom Bailey comme ça et j'ai entendu cette top line, donc qui était juste un guitare-voix de Your Love, qui n'était pas du tout travaillé ni rien. Mais j'ai eu un petit coup de cœur. J'ai demandé à travailler dessus avec Tom. Et puis j'ai fait le titre. Au début, j'avais fait une première version du titre qui était carrément assez basique. Il n'y avait pas le drop avec les petites voix indiennes découpées. Et quelques semaines après, je suis revenu dessus et je me suis dit qu'il manquait quelque chose et qu'il fallait un drop, un refrain un peu plus fort, un peu plus original. Et j'ai fait cette version. Voilà comment ça s'est passé. Et ce titre t'a permis de signer en major ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, pour être honnête, Spinnin voulait le sortir, mais sur un label en free download. Ils avaient ouvert un nouveau label, je sais même pas si ça existe encore. Mais je trouvais que c'était dommage de lâcher ce titre un peu comme ça dans la nature, en free download, sans trop travailler, tu vois. Et donc, j'ai commencé à faire des démarches de mon côté parce que j'étais pas bloqué avec Spinnin, si tu veux. J'avais le droit de signer des titres ailleurs. J'étais pas signé en artiste. Donc, je suis allé un peu voir ailleurs. Et puis, j'ai rencontré Maud et Quentin Mossiman, qui, eux, venaient de signer avec Parlophone Warner France. Donc je me suis dit que c'était quand même, je sentais le potentiel radio du titre, tu vois, j'en étais persuadé. Je me dis peut-être que de le signer sur un major en France, ça allait peut-être faire quelque chose. Et ils ont envoyé le titre pour moi et ça a un peu changé ma vie parce que donc Warner m'a signé en tant qu'artiste ce jour-là avec Your Love. Est-ce que tu as vu un impact à être signé en major ? Honnêtement, oui. Alors, on l'a encore demandé cette semaine. J'ai reçu un message qui me demandait est-ce que vraiment ça change une carrière de signer en major. En fait, je pense pas que ce soit le fait que ce soit en major ou pas en major. Déjà, il y a le titre, c'est-à-dire que c'est le titre plus l'équipe qui va le travailler. Mais si t'as pas un bon titre, l'équipe pourra rien faire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment le titre plus, c'est le combo des deux, quoi. Le titre plus le label. J'aurais pu signer Your Love sur un label indépendant français. Ça aurait peut-être encore plus marché, ça se trouve, tu vois. Donc, c'est oui et non. Voilà. Comment as-tu récupéré les voix sur tes morceaux récents ? Est-ce que c'est via la société d'édition de Warner ? Alors, ça dépend. Maintenant, je travaille beaucoup en studio directement avec les artistes. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, je prenais beaucoup de voix qui étaient déjà faites ou qu'on m'envoyait des acapellas, etc. Mais maintenant, je vais en studio avec un artiste que j'aime bien et puis on compose le titre de A à Z. On commence par un guitare-voix, vraiment on produit le titre entièrement parce que maintenant j'ai envie d'être impliqué dans les paroles, la mélodie, etc. Alors qu'avant, un petit peu moins. Avant, je me sentais un peu plus comme un remixeur, un petit peu, tu vois. Je prenais des voix et puis j'essayais de faire quelque chose avec. Maintenant, je me vois un peu plus comme un songwriter, c'est-à-dire d'écrire la musique avec l'artiste. Voilà comment je fonctionne aujourd'hui, mais ça peut encore arriver que je reçoive une super top line et que j'ai envie de le faire. Et voilà, donc il n'y a pas vraiment de règles, mais aujourd'hui, je compose un peu plus comme ça, ouais. Peux-tu nous donner un plugin d'effet indispensable pour toi et qu'on retrouve dans plusieurs de tes productions ? Alors moi, moi c'est les waves. J'adore les waves, tous les waves et particulièrement alors il y a les CLA pour les voix, j'adore. Et je mets beaucoup de guitare dans mes morceaux, donc je dirais la suite Maserati. Maserati pour les guitares et CLA pour les voix, j'aime beaucoup. Quel conseil tu donnerais aux jeunes producteurs qui veulent signer sur des labels importants ? Alors déjà, je pense qu'il faut absolument pas faire sa musique en visant un label. Il y a des gens qui diront l'inverse, du style tu veux signer chez Spinnin, il faut que tu fasses un titre comme Spinnin, enfin comme on entend sur Spinnin, tu vois. Moi, je pense pas du tout ça parce que si quelqu'un te signe, c'est justement parce que tu es différent des autres déjà. Et toi, pour toi-même, pour te démarquer et avoir une identité, il faut absolument faire quelque chose de différent et d'avoir une vraie touche dans le son, dans les mélodies, etc. Donc moi j'ai jamais visé un label. À chaque fois je me suis retrouvé sur des labels, je me suis dit putain, moi je suis ici, alors ma musique c'est pas forcément le style du label, mais parce que j'étais différent, je me suis retrouvé là. Donc ne pas viser un label, mais plutôt vraiment se faire kiffer sur sa musique, travailler l'identité musicale à fond et l'image aussi parce que c'est important. Et après je pense que les labels ça vient comme ça, quoi. Quelle place donnes-tu aux réseaux sociaux dans ta communication ? Alors les réseaux, au début j'avais un peu de mal. Avant Your Love, j'avais un peu de mal à gérer. Et là c'est devenu de la routine.
Je fais pas mal de stories, je poste pas mal de photos, j'essaie d'avoir une image quali. Après, ça fait partie du projet. C'est comme aujourd'hui les réseaux sociaux, ça fait partie de. C'est comme comment dire, quand tu travailles ta pochette de disques, etc. Ça fait partie du truc, quoi. C'est les gens maintenant, ils regardent la musique. Quand moi j'ai un artiste que j'aime bien, je vais aller regarder son Instagram, tu vois, et si les photos sont jolies, etc., ou que le gars est drôle, ou peu importe, faut avoir, je pense aussi, une identité visuelle. C'est super important. As-tu une équipe qui t'entoure, par exemple un manager? Alors, Mode me manageait jusqu'à il y a quelques mois encore. On a arrêté parce que avec pareil, la Covid et tout, c'était un peu compliqué. Et puis elle manquait un peu de temps. Moi, pareil. Enfin bon, on s'est séparés, mais on travaille toujours ensemble sur la musique. En gros, elle me manage plus, mais on travaille toujours énormément ensemble sur de la musique. Donc oui, avoir un manager, c'est très bien. Je pense que c'est important d'être représenté en tant qu'artiste. Après, il faut que ce soit en temps voulu. On n'a pas un manager quand on a fait son premier titre. Enfin, c'est vraiment quand il commence à se passer des choses. Et pour l'équipe, j'ai une petite équipe de songwriters, donc des gens qui écrivent de la musique. Et on se retrouve souvent justement à Paris dans des studios. J'ai pas mal de personnes et on écrit de la musique, on rigole, on boit des coups et ça se passe un peu comme ça. Quelles sont tes principales sources de revenus? Est-ce tes cachets de DJ ou principalement le droit d'auteur qui te rémunère? Alors, si tu veux, moi, pour mon cas, les plus gros revenus, c'était quand même les dates, les tournées. Donc là, c'est pas compliqué parce que j'essaie de m'en sortir un peu autrement. On va dire que le premier revenu, c'est les dates. Ensuite, il y a la SACEM, donc les droits d'auteur. Ensuite, vient tous les droits voisins, les royalties, donc les ventes de morceaux. Mais c'est clair que le premier revenu, c'était quand même les dates. Donc c'est pour ça que là, c'est un peu un changement de métier pour tout le monde. C'est qu'on se retrouve vraiment à pousser le truc de producteur en avant. C'est-à-dire, je vais même jusqu'à produire d'autres personnes maintenant. Je produis un peu des artistes pour la pop française, etc. Parce que déjà, j'ai le temps, j'ai envie. Et puis, faut pas se mentir, faut essayer de faire tourner l'entreprise autrement, en fait, tout simplement. Fais-tu des prestations externes, type mixage, mastering en plus? J'en ai eu fait, mais là, j'en fais plus trop. Ça peut m'arriver d'en faire, mais c'est surtout pour des potes quand ça arrive. Donc sinon, non, je fais pas trop ça. Je fais beaucoup de remix par contre. Je fais pas mal de remix pour des artistes français. J'ai fait des Amir, des Kenji, des trucs comme ça, où je mets pas forcément mon nom, mais où je fais des versions, par exemple pour Fun Radio. On vient me chercher pour des choses comme ça. Et là, souvent, je demande des cachets. Voilà comment ça se passe. On a coutume de terminer les interviews par une astuce de production et de mixage. Quelle technique pourrais-tu donner à nos auditeurs passionnés? Alors moi, l'astuce qui a un peu changé ma vie, et on me demande souvent pourquoi j'ai un son clair comme ça. Après, il y a des gens qui aiment bien avoir un son un peu plus crade, mais moi j'adore avoir un son super clean. C'est de vraiment être en mix down, c'est-à-dire que tout ton titre ne doit vraiment pas être dans le rouge et même à -6. Moi, je bosse sur le master. Le master, il tape à -6, vraiment dans le vert. Tu veux dire que tu te laisses de la headroom, c'est-à-dire de la place entre le 0 dB maximum de ta piste master et les crêtes de ton son. Exactement. La headroom, hyper important, même si je fous un petit limiteur pour rattraper le gain, tu vois, sur mon master, mais ce headroom, il est vachement important parce que quand tu vas choisir des sons super clean, ils vont rester hyper clean. Et du coup, je trouve ça hyper important, ça change vraiment tout. Un grand merci à Boris Way de nous avoir éclairé sur ses méthodes de production et sa conception de ce qu'est ou pourrait être un hit. On enchaîne avec notre deuxième sujet consacré quant à lui au choix et au traitement des sons. Let's Prod. Lorsque les spécialistes et autres musicologues analysent techniquement des hits, ils insistent souvent sur la qualité du mixage et du mastering, mais pas assez à notre avis sur la production en elle-même. C'est pourtant bien à cette étape que l'essentiel du morceau doit être fait. Le choix des sons utilisés est l'un des éléments les plus déterminants dans la création de n'importe quel hit. Ces sons doivent être professionnels, uniques et former un ensemble cohérent. Il faut donc absolument vous focaliser sur la constitution d'une banque de sons très qualitative. Évidemment, la qualité des échantillons sonores, aussi appelés samples, a considérablement progressé ces dernières années, avec une mise à disposition également facilitée via des sites comme Splice ou Loopcloud. Néanmoins,
Nombreux sont les producteurs à succès qui ont des fournisseurs de sons encore peu connus, ce qui leur donne un réel avantage. Lorsque vous sélectionnez des sons ou banques de sons à utiliser dans vos futures productions musicales, la première idée devrait être de pouvoir les utiliser tels quels ou quasiment, c'est-à-dire sans avoir trop d'effets à leur ajouter pour les rendre professionnels et efficaces. Le plus souvent, il s'agit simplement de les contrôler avec des outils fréquentiels et dynamiques comme des equalizers ou des compresseurs. Le FabFilter Pro Q est depuis longtemps l'égaliseur de référence en production, tandis que des compresseurs comme le Waves Air Compressor ou le Multiband Dynamics d'Ableton Live sont couramment utilisés. Les producteurs confirmés utilisent rarement des effets pour transformer radicalement les échantillons sonores retenus. En revanche, il n'est pas rare qu'ils les saturent pour les enrichir en harmonique. Pour saturer des sons efficacement, nous pouvons citer des plugins payants comme le Decapitator de Soundtoys, Retrocolor de XLN Audio, Sausage Fattener ou encore Isotope Trash 2. Certains plugins gratuits comme le Camel Crusher de Camel Audio et le Saturation Knob de Softube sont très appréciés. Et pour celles et ceux qui ne peuvent s'empêcher d'aller plus loin dans la transformation des sons, les multi-effets suivants vous seront certainement très utiles pour sculpter les sons. On peut citer comme véritable boîte à outils Shaperbox 2 de Cable Guys et Effectrix de Sugar Bytes. Alors finalement, avec la multitude et la qualité toujours croissante des banques de sons à disposition, est-il encore utile de faire du sound design, c'est-à-dire créer ses propres sons et banques de sons? Cela peut apparaître comme facultatif. En revanche, maîtriser les techniques de synthèse sonore est clairement un plus, afin de créer une identité sonore unique et personnelle. Enfin, n'oubliez pas que le sampling reste toujours d'actualité et à la base de nombreux hits actuels. Vous pouvez réutiliser, découper, transposer d'anciens morceaux de musique, mais gardez à l'idée que s'ils sont reconnaissables, il vous faudra demander une autorisation d'utilisation aux ayants droit du morceau original. Dans tous les cas, prenez votre temps pour choisir vos sons et traitez-les dans un second temps si nécessaire. Une sélection radicalement qualitative des sons que vous allez utiliser vous permettra d'obtenir rapidement des résultats professionnels. Let's Prod. Troisième sujet consacré à une artiste actuelle très en vogue, Billie Eilish. Âgée de seulement 18 ans, elle fait déjà partie des grands noms de la musique pop. Récompensée récemment aux Grammy Awards, l'artiste a produit l'ensemble de son album avec son frère Phineas dans un simple home studio installé dans leur chambre. Ils revendiquent tous les deux le fait que tout le monde peut faire ce qu'ils ont réalisé. Mais est-ce bien réaliste ? D'abord, il faut comprendre que les talents de compositeur de Phineas et de chanteuse de Billie sont uniques. Ensuite, il faut savoir que leurs parents sont déjà dans le monde de l'art puisqu'ils sont comédiens et habitent à Los Angeles. Ils possédaient donc déjà un vaste réseau de connaissances avant que leurs enfants ne démarrent leur carrière musicale. Depuis leur naissance, Billie et Phineas ont baigné dans une atmosphère privilégiée qui leur a permis de totalement s'exprimer artistiquement parlant. Plus jeune, Billie a été formée à la danse tandis que son frère Phineas était un jeune acteur et déjà un producteur de musique. C'est lui qui a composé la plupart des titres de Billie, dont Ocean Eyes, qui leur a permis d'être signés tous les deux sur l'un des plus gros labels pop américains, Interscope Records. Certes, l'album a pu être composé dans leur chambre, mais il a tout de même été mixé et masterisé par les meilleurs ingénieurs du son américains, tandis que la promotion a été assurée directement par le label. Pas de magie donc. Le succès de Billie Eilish se résume donc à des facteurs souvent essentiels: talent, originalité, opportunité et bien sûr, réseau. Let's Prod. Pour terminer, prenons un instant pour analyser quelques hits récents. Commençons par le titre WAP de l'artiste de musique urbaine Cardi B. Ce morceau a été créé en utilisant un sample provenant d'un titre house des années 90 de Frank Sky, Whore is in this house. Une rythmique trap a été rajoutée avec une basse 808, un clap et un hi-hat, et c'est tout. Le morceau cumule actuellement 270 millions de vues sur YouTube en 2 mois. Il faut comprendre qu'actuellement les principaux hits se construisent autour des voix. L'instrumental peut être très simple, mais si la top line, c'est-à-dire la mélodie chantée, est efficace, le morceau peut retenir l'attention. Une idée forte peut être aussi la source d'un hit. Un titre comme Selfie des Chainsmokers les a propulsés au sommet de l'affiche. L'idée de créer un morceau autour de ce phénomène culturel a su conquérir un large public. Du point de vue de la production, les sons utilisés dans les hits sont choisis pour fonctionner parfaitement ensemble. L'association kick-snare du classique Billie Jean de Michael Jackson est par exemple immédiatement reconnaissable.
de même que la guitare d'intro de I Got a Feeling des Black Eyed Peas et David Guetta. Pour faire un hit, vous devez donc être en mesure de choisir les bons sons et trouver l'idée forte qui pourra faire la différence. Certes, les artistes et producteurs ne sont jamais assurés que leurs morceaux deviennent un hit, mais autant mettre toutes les chances de votre côté. Enfin, et nous terminerons sur cela, il faut reconnaître la qualité des enregistrements et des mixages audio des morceaux actuels. Les hits déploient le plus généralement les meilleures prises de voix et les techniques d'ingénieurs du son les plus avancées. C'est bien un savoir-faire qui s'acquiert au fur et à mesure du temps et une forte productivité qui vous permettra peut-être de créer l'un des hits de demain. C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à partager le podcast autour de vous. À très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, let's prod! Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network. L'école des DJ et du son.